Le privilège nous est encore accordé de nous retrouver avec vous, très chers téléspectateurs, pour distiller des informations utiles qui vont certainement booster votre énergie et aussi vos connaissances et pourquoi pas l'envie de réussir. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes là, nous sommes prêts et restez avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est pas avant, c'est pas après. Et moi, je suis très heureuse d'être bien encadrée avec, bien sûr, le doyen. Bienvenue, Neba. Applaudissements, j'ai pas besoin de le dire. Le doyen, bienvenue, Neba, bonjour. Bonjour, Caroline. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, avec une telle ambiance, ça ne peut que bien aller. C'est cela, c'est cela. Et juste sur ma gauche, Jean-Michel Honin. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Champion. Alors, il fait partie de ceux qui ont gardé la maison bien propre quand j'étais absente, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment, Jean-Michel et Jessica Bamba. Et voilà, Docteur Philo aussi était là. Je l'ai aperçu dans les environs, mais je ne sais pas pourquoi. Il faut déposer ça là-bas. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Il faut déposer, il faut décharger. Vraiment. Venez me décharger. Tu as quel modèle de belle là même? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, madame? El Hadji Caroline, je viens. C'est même pas Hadja, hein, c'est El Hadji Caroline. Ah là là. Ouais. Hi, là, 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 là. Chacun son travail. Je suis on dirait bœuf maintenant. Alors, docteur Philo, si je comprends bien, vous travaillez pour lui. Ouais, mais il m'exploite trop, Donc il fallait que je mette tous ces gris là. Moi je sens pas. Ça c'est comme c'est coton, ça c'était rien en fait. On dirait pas. On dirait Je sens pas, mais... Merci beaucoup. Philo. De toute façon, je t'exploite là. C'est comme ça aussi tu exploites mon argent. Voilà. Merci, Maladamo, bonjour. Bonjour, bienvenue maman, sur bonjour. notre plateau. Bonjour, je fais bien de vous le dire parce qu'on parle avec vous de Bonjour Bamako. Exactement. Voilà, on parle de Bonjour Bamako. Donc, deuxième édition de Bonjour Bamako. Le 30 mars, au Palais de la Culture de Bamako. Voilà, donc il faut sortir. Il y a Maladamo, vous voyez mes narines déjà, je suis là. Voilà, il y aura un cas de cas. Maman, il y a poil dedans. Voilà, il y aura ATT Junior, tout le monde. Voilà, donc il faut sortir. Les tickets, 3 000 francs, 5 000 et 10 000 francs CFA. Voilà, donc Bamako, en fait, c'est l'humour, etc. Donc il faut sortir, voilà. Sortez donc massivement. Non, c'est pas franc malien. Alors, comme il le disait, c'est donc la RTI, l'ORTM et Spirit Organisation. Enfin, c'est Spirit qui organise. Spirit, voilà. D'accord, qui organise donc la deuxième édition de Bonjour Bamako. C'est ce samedi 30 mars à 20h au Palais de la Culture avec les humoristes du moment. Kanté, Choukenpat, Yoro. C'est Yaro ou c'est Yoro? Papitou, Petit, Gemba, Maladamo, ATT Junior, Willy Dombo, comment Diabaté, voilà. en cas de cas. En cas de cas, voilà. Merci beaucoup. Merci voilà. d'être passé. C'est pour vous. C'est cela. Donc, il faut sortir. Il faut sortir. Voilà, il faut sortir. J'aime bien voilà, votre je profite façon en même de temps, parler. maman, pour vous présenter le prix que j'ai reçu en 2019 là même à Ouagadougou. Oui, le meilleur imitateur de l'Afrique de l'Ouest. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Ça augure de ce qui va se passer Voilà. à Bonjour Bamako. Je sais que les gens se demandent, mais comment meilleur imitateur, voilà. Ils ne vont pas se demander, ils savent. Voilà, il y a une voix qui n'est pas facile à imiter. Oui, Ivoirienne, je suis le ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais vous saluer, Caro. Je vous remercie. Bravo à vous. Nous vous remercions aussi, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et l'émission va suivre son cours. Voilà. Et vous savez bien, les mardis, on s'intéresse aux potins. Point besoin de faire cette émission sans elle. Nous allons recevoir sous vos ovations Alissar Zena qui nous rejoint en plateau. Alissar Zena.
suis Alissar, bienvenue. Merci Caroline. Ça va, tout va bien? Super bien, merci. D'accord. Alors, avec bien sûr la permission de mes collaborateurs, du public et des téléspectateurs, nous allons partir pour le thème du jour. J'ai surmonté ma peur des crocodiles pour sauver la vie d'une jeune américaine. Il est courageux ce monsieur. On le recevra dans quelques instants. Son nom, Ghislain Dadier. Voici son portrait. Notre invité du jour est un acteur des changements sociaux en Côte d'Ivoire. Ghislain Dadier est le président fondateur de l'ONG chrétienne POSID qui a pour mission de construire des écoles dans les villages de Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de 6 enfants, c'est à l'âge de 21 ans qu'il part aux États-Unis entreprendre des études d'ingénieur en génie pétrochimie à l'Université de la ville de New York. Titulaire d'un master en administration des affaires MBA de l'Université de la Louisiane, E.J. Howard School Business, il travaille pendant 8 ans en tant qu'ingénieur de production et de distillation de pétrole brut chez Shell. Il y occupe depuis 2 ans le poste d'économiste pétrolier. Ce père de famille pose un acte à la fois héroïque et incroyable le 28 juillet 2018. Il sauve la vie d'une jeune américaine. La suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi. Héros du jour, Ghislain Dadier, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ghislain Dadier qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Ghislain. Bonjour, Carol. Hello. How are you doing? I'm great. How are you? I'm fine. Awesome. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Docteur Philo, je ne sais pas pourquoi vous riez, on va vous retrouver. J'ai surmonté ma peur des crocodiles pour sauver la vie d'une jeune américaine. C'est le thème que vous décortiquez tout de suite et maintenant. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup. Champion, bienvenue, c'est vrai. Tout à l'heure, quand vous avez donné le thème, les gens crient parce qu'ils ont entendu crocodile. Mais au fait, c'est des actes comment on appelle? Héroïque. Voilà, héroïque. Des actes de bravoure. C'est un grand gars là. Mais nous, les Bellas, c'est pourquoi nous, les Bellas, on fait ça chaque jour. C'est parce que pour nous, là, c'est pas aux États-Unis ni en France qu'on ne nous considère pas ici. Sinon, nous, chaque jour que Dieu fait un marché gros, on ramasse les sacs des femmes gros là. Mais 200 francs, 300 francs, mais on va baraguer, même brotte longue, c'est pas nous, mais je suis sûr que c'est un acte. Mais quand on dit crocodile, vous criez où? Une année, on dit crocodile est sorti quelque part vers crocodile, c'est pas si l'eau l'a envoyé quelque part une année. Vers Koumassi ou vers crocodile? C'est crocodile vers pour nous, mais on fait comme ça. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, un crocodile. C'était un crocodile, mais à Bobo, les gens n'ont pas dormi. De peur, mais ça fait peur, crocodile, ça fait peur. Vous êtes un brave garçon et je veux savoir, est-ce que vous avez fait ça consciemment ou gassamatiquement? Parce que je veux savoir, parce que depuis l'avènement de Gassama, les gens même là, en Europe, là, même quand ils voient quelque chose, ils prennent salamandre, même ils sauvent. Mais je suis sûr que vous l'avez fait consciemment, exprès, de façon, je veux dire que avec votre bonne foi. Voilà, avec votre bonne foi. Et quand vous faites ça, c'est Dieu qui vous récompense. N'attendez rien en retour. S'il y a des gens qui me voient en danger sur le plateau, venez me sauver. C'est Dieu seul qui va vous sauver. C'est Dieu seul qui va vous sauver. Et j'ai même dit que même les actes érotiques et autres, tout ça là, souvent, héroïques, je veux dire, souvent héroïques. Philo à chaud. Non, mais c'est l'humour. Moi aussi, comédien. Non, c'est l'humour. Voilà. Et donc, ces actes héroïques là, généralement, souvent, on peut le faire sans savoir. Au fait, ça arrive parfois. Moi, j'ai posé un acte héroïque une fois à Cocody, une fois. Vous le faites par instinct. Oui, je suis allé, ça dit un jour, je ne savais même pas que c'était un acte héroïque. Mais je voulais, excusez-moi, je voulais uriner devant la porte de quelqu'un, en fait. J'ai un gros chien sorti. Tu vois? Donc, moi, je ne savais pas. C'est villa, Cocody, tout est fermé. Donc, elle est sortie. Moi aussi, tellement de peur de voir le chien. Il y a quelqu'un, chien, il est rentré là-bas. Pour la première fois, chien avec le chien. Mais avec ça, il y a un savoir pour dire, j'ai une inquiétude, c'est que ceux qui se chargent de la préservation de la faune et de la flore vont se plaindre. J'ai peur pour vous. Merci, vous allez passer à la télévision parce que le crocodile n'a pas eu sa nourriture. Vous avez sauvé une nourriture. Est-ce que le crocodile va pas mourir de faim? J'ai peur qu'ils se plaignent. Merci beaucoup. Docteur Philo. Tout de suite, nous partons pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir. D'abord, un acte héroïque, c'est sauver quelqu'un d'une situation extrêmement difficile. À ma connaissance, je pense que non. Je n'ai jamais commis d'acte héroïque.
Mais si jamais l'occasion se présentait à moi, je le ferai. Non, jamais. Je n'ai jamais sauvé quelqu'un. Je n'ai jamais commis d'acte héroïque. Mais si l'occasion se présente, je vais sauver la personne. Si mes souvenirs sont bons, cela date de, je crois, l'année surpassée. J'entrais à la maison et dans mon couloir, il y a une fille qui se faisait agresser. Je suis allé voir, ma présence a dissuadé les agresseurs. Quand ils m'ont vu, bon, ils ont pris leur jambe à leur cou et la fille, elle n'a rien eu. C'était un jour, j'étais avec un de mes oncles. Nous sommes allés à la pêche avec un cousin. Nous sommes allés ramasser les huîtres, les coquillages là. Et c'est comme ça, mon cousin, comme lui il était petit détail, il a sauté en premier. Et là où on était là, c'était en profondeur. Et puis lui, il a avalé, comme ça, se noyer. Et c'est comme ça, il a sauté, il a plongé, et puis il a fait sortir, il l'a mis dans la pirogue. Et voilà, Justin Dadié qui est avec nous. Nous avons eu son portrait. Nous savons qu'il est économiste pétrolier pour Shell aux États-Unis. Et depuis 17 ans, vous vivez aux États-Unis. Ça nous intéresse, avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir dans quelles conditions et comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Super, merci Caro de m'inviter sur le plateau de ce midi. Je vous en prie. Donc voilà, tout petit déjà, je nourrissais un rêve de partir aux États-Unis pour poursuivre mes études. Et donc du coup, quand j'étais en classe de terminale, c'est là que j'ai vraiment fait I took steps. J'ai fait des étapes nécessaires pour ce rêve. Et là, tout de suite, j'étudiais dans une classe pour la préparation du bac. Et donc, j'ai vu, comment dirais-je, un map, une carte mondiale. Et tout de suite, j'ai dit à mon ami, écoute, on va parler beaucoup de franglais aujourd'hui. J'ai dit à mon ami, je pars dans ce pays-là pour faire des études d'ingénieur. Et tout de suite, Larry s'est dit, ben voilà, toi, tu es un gros rêveur. Et après, j'en ai parlé du rêve à mes parents. Je leur ai fait part de mon rêve. Mes parents étant des enseignants avec de modestes moyens, et du coup, ils se sont dit que c'était un gros rêve. Et donc, mais c'était mon rêve, ce n'était pas le rêve de mes parents. Donc, j'ai poursuivi mon rêve. Et long story short, longue histoire courte, j'ai pu avoir mon visa pour intégrer aux États-Unis. Surtout avec aussi le support de mes parents, de ma mère, même s'ils n'avaient pas les gros moyens nécessaires, au moins le support moral, le support de me pousser en tant qu'enfant dans le rêve. Donc vous bénéficiez de leur soutien. Mais je veux savoir, vous avez dit que vous êtes issu d'une famille modeste. Comment vous trouvez les moyens pour aller aux États-Unis? Ben écoute, tout de suite, quand j'ai eu le bac, j'ai fait des études en BTS dans une grande école locale et j'ai reçu une bourse d'études du gouvernement ivoirien. Et donc, c'est avec cette bourse que j'ai commencé un petit commerce où j'achetais de la friperie à Yopougon. Kouté? Kouté, Yopougon, Kouté, à Kouté. Et donc, je les revendais à 300% de bénéfices. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert un compte dans une banque locale pour me préparer, pour acheter le billet d'avion, pour partir aux États-Unis. Qui veut aller loin ménage sa monture. Hein? Yes, right. Ouais. C'est ça. D'accord. Alors, vous arrivez forcément aux États-Unis, vous êtes livré. Est-ce que vous avez un parent là-bas? Ben non, tout de suite, quand j'ai eu le visa, on ne connaissait personne aux États-Unis, on n'avait pas de parents. Donc, tout de suite, j'ai pris le visa, j'ai pris l'argent à la banque. Je suis allé dire à mon papa, j'ai dit, écoute, j'ai le visa et j'ai l'argent pour le billet. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un pour que je loge pour quelques jours. Et après, je vais me chercher, comme on dit. Et donc, tout de suite, ils ont fait des recherches pour trouver l'ami d'un ami de mon papa qui vivait aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'avec ces contacts, j'ai pris le vol le 24 janvier 2002 pour descendre à New York City pour rentrer aux États-Unis. J'imagine le jeune gars de Divo qui arrive aux États-Unis et à New York. Une si grande ville. Les premières heures à New York étaient vraiment terribles. D'abord, j'ai voyagé avec une compagnie pas trop reconnue. Et donc, du coup, ils ont perdu tous mes bagages. Et donc, j'avais seulement ma mallette avec mon visa et tout. Et je ne parlais pas anglais. Donc, j'ai passé au moins 2 heures, 3 heures à l'aéroport. Parce que le monsieur n'est pas venu me chercher dans un premier temps à l'aéroport. Donc, le temps de l'appeler, tout ça, et voilà, c'était vraiment difficile. Hein. Ben, les premiers jours, les premiers mois aux États-Unis, c'était vraiment très, très, très difficile. Très, très difficile. Et ça ne vous a pas empêché de réaliser votre rêve? Vous êtes devenu un ingénieur, finalement.
Absolument. Pas dans n'importe lequel des domaines, dans le domaine du pétrole. Exact. Vous avez un bon poste aujourd'hui, vous êtes marié, père de 2 enfants, marié à une Américaine, vous êtes vous-même citoyen américain. Alors, je vais passer quand même toutes les difficultés que vous avez pu vivre aux États-Unis, mais quand vous-même vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous dites intérieurement? Quand je regarde dans le rétroviseur, tout de suite, je vois la grâce de Dieu sur ma vie. Je vois la grâce de Dieu, je vois la main de Dieu opérer dans ma vie. Et donc, je lui rends la gloire pour ce qu'il a fait. C'est lui qui m'a donné le rêve. C'est lui qui donne le rêve. Et après, quand il donne le rêve, il donne les moyens pour accomplir le rêve. Et nous aussi, on s'adapte, on s'applique, on y arrive. Très bien. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. Pour l'objet pour lequel vous êtes sur le plateau, vous avez surmonté votre peur des crocodiles pour sauver la vie d'une jeune fille, d'une jeune Américaine. Dites-nous, comment ça s'est passé? Ben, je prenais des cours dans mon exécutif MBA et donc je revenais des cours et il était le 28 juillet 2018 et donc il était pratiquement 18h, 18h30 et donc je conduisais quand j'ai vu une scène d'accident. Et tout de suite, le véhicule d'une jeune fille de 18 ans s'est tout de suite renversé dans un marécage. La Louisiane, c'est beaucoup marécageux. Il y a beaucoup de marécages, il y a des crocodiles, alligators dans les marécages. Et donc, j'ai fait demi-tour, du coup. Et quand je suis arrivé, j'ai vu plein de gens sur la scène qui prenaient des photos, des vidéos, voilà, et tout ça. Et il y a un jeune homme qui essayait d'y rentrer, mais le marécage était tellement profond qu'il n'a pas voulu tout de suite... il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas allé plus loin. Et donc j'étais là, j'ai appelé 911, 911. Et quand j'ai vu qu'il tardait un peu à venir, 5 minutes après, parce que 911 c'est très rapide aux États-Unis. Quand tu appelles, les gars, ils sont là sur place. Et donc j'ai ressenti une force qui m'a dit, you have to do what you have to do, ce qui veut dire tu dois faire ce qu'il y a à faire. Et donc, quand j'ai ressenti cette voix, je suis rentré dans le marécage pratiquement à la hanche. Et la petite, en fait, elle pleurait déjà. Et son véhicule était renversé sur le côté conducteur. Et donc, elle voulait sortir sur le côté passager. Mais la porte se refermait sur elle avec la gravité. Hein. Et donc, j'ai grimpé sur le véhicule. J'ai pratiquement attrapé la porte pour elle. Elle est sortie. Je l'ai mise sur mon épaule. Et avec le poids, donc on était pratiquement ici hein, dans le marécage. Et on est sorti du marécage. Les secours sont arrivés après pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'égratignure, il y avait plus de peur que de mal. Ça a été quoi la réaction des gens autour? Lorsque vous êtes sorti du marécage, comment les gens qui étaient autour ont réagi? Les gens autour tout de suite, ils ont dit vraiment, you know, thank you, merci vraiment d'être parti, merci pour ton courage. Et donc, that's right, well done, c'est ça. Et donc, ils étaient vraiment très contents que je puisse faire ce tac-là. Voilà. Mais en même temps, vous avez parlé d'une force qui était en vous. Est-ce que vous n'étiez pas conscient du fait que c'était aussi votre vie qui était en jeu? C'est vrai que j'étais conscient que c'était ma vie qui était en jeu. Mais écoute, du coup, un acte héroïque, après, on risque sa propre vie pour accomplir un acte héroïque. Et donc, voilà, j'ai été poussé par cette force. Et là, tout de suite, je ne pensais même plus à perdre la vie, quoi. Je voulais juste sauver la petite fille. Vraiment. Yeah. Bravo. Oui, Jean-Michel. Ce que je voudrais savoir, c'était quelle était la réputation de ce marécage en termes de fréquentation de crocodiles. C'est-à-dire jusqu'à quel point il était infesté par ces reptiles. Ben, écoute, d'abord, comme j'ai dit, dans la Louisiane, surtout dans cette région, il y a vraiment beaucoup de crocodiles qui même traversent les routes parfois. Donc, c'est vraiment dangereux. Du point où même le gouvernement essaie de faire des rattrapages de ces crocodiles-là pour les remettre dans l'eau. Donc, c'était une zone vraiment dangereuse. Une zone vraiment dangereuse. Voilà. Allez-y. Je voulais savoir, quelle a été la réaction de la jeune fille quand elle est sortie? Quand vous l'avez ramenée? D'abord, elle était déboussolée. Elle avait peur. Elle était déboussolée. J'imagine. Hein? Et donc, je lui ai donné un hug.
ado. Je lui ai fait un ado. Okay. Je lui ai fait un ado. Je l'ai embrassé et je la calmais. Je lui ai dit ça va, you know, everything's gonna be alright, ça va aller, tout va aller. Et jusqu'à ce que les secours arrivent. Elle pleurait déjà sur mon épaule et tout ça, jusqu'à ce que les secours arrivent pour la récupérer. Yeah. Donc on peut dire en quelque sorte que vous êtes notre Gassama. Voilà, aux États-Unis. C'est ça. Les Maliens ont eu leur Gassama en France et nous avons notre Gassama aux États-Unis. Alors, que devient votre vie après cela? Est-ce que vous rentrez en contact avec leur famille, avec la famille de la jeune fille? Comment ça se passe? Mais du coup, comme par hasard, les gens ils ont pris des vidéos pendant l'acte et donc ça circulait sur les médias, les social media, les médias sociaux. Et du coup, par hasard, je suis collègue à la meilleure amie de la mère de la fille. Okay. Et donc, elle m'a tout de suite reconnu. Elle a appelé la dame, elle a dit, écoute, je connais ce monsieur qui a sauvé votre fille. Et la mère a demandé, écoute, donne-moi son numéro pour que je puisse l'appeler pour le remercier. Et donc, la mère m'a appelé pour me remercier. En même temps aussi, il y a la télévision locale de la Louisiane qui m'a appelé. Et ils ont organisé une rencontre avec les parents de la fille pour la première fois. Et ils sont venus à la maison chez moi. C'était ma première fois de voir les parents. Ils étaient vraiment très, très émus. Très, très émus que je puisse faire... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La mère, elle a dit tout de suite que je suis l'ange gardien de sa fille. Parce qu'elle venait juste avoir le bac et elle s'apprêtait à poursuivre des études d'ingénieur aussi dans l'État de la Louisiane, Louisiana State University. Et le père, ils étaient vraiment très émus. Et tout de suite, ils ont dit, écoute, avec ce tact, il faut que tu fasses partie de notre famille. Et ils m'ont adopté comme leur enfant maintenant aux États-Unis. Donc j'ai une nouvelle famille aux États-Unis. C'est bien. Vous avez beaucoup de familles, vous. Allez-y. Nous savons que les États-Unis, c'est un pays où on a une vraie affection pour toutes les histoires de héros, pour toutes ces personnes qui arrivent à se hisser dans ce statut-là. Est-ce qu'après l'exposition médiatique, vous avez ressenti des portes s'ouvrir, de nouvelles portes s'ouvrir, des opportunités venir à vous, du fait de votre bravoure? D'abord, dans un premier temps, après l'acte, les médias, ils ont voulu chercher à connaître qui je suis en tant que personne. Et en leur rencontrant qui je suis, ils se sont rendus compte que j'ai une ONG locale qui construit des écoles dans les villages retranchés de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit tout de suite, il faut qu'on en parle. Et donc déjà, les médias, les journaux américains, les médias américains, ils disent qu'il faut qu'on en parle pour qu'on t'aide à vraiment aller beaucoup plus loin. Et moi, je vais leur emboîter le pas et je vous dirai, il faut qu'on en parle maintenant. Donc, vous investissez dans le domaine de l'éducation. C'est ça. Depuis quelques années, vous venez en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous allez dans les villages les plus reculés, comme vous l'avez dit. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport? Bon, dans un premier temps, je me dis tout de suite que c'est grâce à l'éducation que je suis parti aux États-Unis. C'est grâce à l'éducation que j'ai atteint un certain level of success, un certain niveau de succès à travers l'éducation. Donc je me suis dit tout de suite, il faut que j'apporte mon pierre à l'édifice au développement de mon pays. Et donc j'ai dit tout de suite, il faut que ce soit dans l'éducation. Mais l'éducation, on pourra avoir plus d'impact quand on va dans les villages retranchés de la Côte d'Ivoire. Et tout de suite, il faut qu'on change l'environnement dans lequel les enfants ils apprennent pour créer un environnement qui est conducive à la croissance et à l'excellence académique. Et donc, on va dans les villages retranchés et on construit des écoles pour créer un environnement qui est vraiment conducif à la croissance, conducif à l'apprentissage pour les enfants. Allez-y. Question par ici. D'accord, le doyen. Justement, je voulais savoir si vous en avez déjà réalisé. Et si vous avez déjà réalisé des établissements scolaires. Vous avez déjà construit. Effectivement, là nous sommes à notre troisième projet. Notre premier projet c'est dans la localité de Divo. Notre deuxième projet, la charité bien ordonnée commençant par soi-même. C'est ça. D'accord. Le deuxième projet, on l'a fait à Dibikro, dans la sous-préfecture de Tia-Salé. Nous avons construit une école dans le village de Dibikro. Et là, maintenant, nous sommes sur place nous avons commencé un troisième projet dans le village de Mbrimbo B, et nous construisons une école aussi à Mbrimbo. Donc, nous sommes à notre troisième projet. Voilà. Alors, quand vous parlez de créer un environnement, je ne sais pas si vous disiez conducif ou... Adéquat. Adéquat pour l'épanouissement et le succès de ces enfants-là. Est-ce qu'il y a
des dispositions particulières que vous prenez dans la construction des salles ou bien dans la décoration des salles pour créer cet environnement-là, ou c'est juste le fait de mettre en place des espaces d'apprentissage? C'est ça. Et donc, c'est d'abord parce que les enfants, ils sont un petit peu dans des hangars, dans des paillotes, surtout dans les villages très retranchés. Souvent des salles construites en terre battue. C'est ça. Et donc, la vision principale hein, de Procid, mon ONG, la vision principale pour ce qui veut dire sémence prophétique, CID, c'est vraiment de former les leaders de la future génération. Donc je me dis tout de suite, si ces enfants ont créé un environnement, on leur donne des joyaux comme des établissements, ça les motive, ça les inspire et ça aussi, c'est comme d'autres façons à nous de planter une sémence en eux, qu'eux aussi peuvent devenir des ministres, des ingénieurs, des docteurs. Je vous dis une anecdote tout de suite. À Dibicro, quand on a fait la remise de l'école, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un petit garçon. Les anecdotes, on les adore ici, sur ce plateau. Alors, les téléspectateurs aussi en raffolent. Donc, on va garder le suspense. On part juste pour la pub et puis on se retrouve. C'est midi, c'est ça. C'est midi, très heureux sur ce plateau de recevoir Ghislain Dadier qui nous vient de Divo, voilà, de Divo aux États-Unis, brillant parcours. Nous avons eu l'occasion de décortiquer un tout petit peu son parcours et puis nous avons aussi parlé de cet acte héroïque qu'il a posé en sauvant une jeune fille et maintenant la troisième partie, c'est du 3 en 1 quand même, hein. La troisième partie de son témoignage, voilà, nous parlons donc de sa philanthropie, sa générosité, donc il a décidé de servir sa nation à son humble niveau, donc construire des écoles dans les villages pour permettre aux élèves de progresser dans un environnement sain et adéquat. Ghislain Dadier, y a-t-il encore quelque chose à ajouter à l'issue de ce témoignage? Ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Claire, c'est fort. On pourrait même s'arrêter là. Pardon? Parce qu'il avait une anecdote avant. J'allais oublier. Ah oui, donc l'anecdote, c'est la vision principale de Procid, comme j'ai dit, c'est de former les leaders de la future génération en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et donc du coup, quand nous avons remis l'école de Dibicro, il y avait déjà un petit garçon, Emmanuel, qui a dit tout de suite qu'il veut devenir sous-préfet. Voilà. Et donc ça m'a vraiment touché au cœur parce que j'ai vu tout de suite que la vision de Procid est déjà en train de se réaliser. La semence qu'on met dans les enfants, elle déjà porte un fruit. Et donc nous avons mis le sous-préfet de Dibicro en contact avec le petit Emmanuel pour qu'elle puisse l'encadrer. Et j'ai pris un engagement avec le sous-préfet. J'ai dit au sous-préfet, écoute, on va construire des écoles ici, mais il faut que vous fassiez votre part. Je veux que vous encadrez cet enfant qui veut devenir sous-préfet comme vous. C'est ça, de façon particulière. Qui veut devenir sous-préfet comme vous, un leader de la future génération. Merci infiniment. Une personne ordinaire peut réaliser des choses extraordinaires. Sur ce, recevons à présent les réactions des téléspectateurs avec Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus, vous allez bien? Oui, je vais bien, j'espère que vous également. Ça peut aller, ça peut aller. C'est super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous n'avez pas encore liké la page Facebook C'est Midi, il n'est pas trop tard pour le faire. C'est pareil pour le compte Twitter C'est Midi. La page Facebook aussi, Fréquence 2. Hein. Oui. Vous n'oubliez jamais. Allez-y. Alors, au titre des messages, on a un shérif d'Abdoulaye. Il dit c'est un acte qui montre à quel point vous êtes humain et courageux, même si d'autres diront que c'est à cause des papiers des Américains que vous avez Non, fait il avait déjà ses papiers. Non, oui, il avait déjà ses papiers là. Justement, est-ce que cette action a eu un impact particulier sur votre séjour, même si on sait que vous avez déjà vos papiers?
Mais donc, j'étais déjà américain. Donc, ce tact, je ne l'ai pas commis pour avoir quelque chose en retour. C'était désintéressé. C'était désintéressé. C'était désintéressé. Spontané désintéressé. Voilà. Kevin Drexler, il dit ça c'est crocodile des blancs, sinon pour nous ici la Yam Soko. En tout cas, mais pour être plus sérieux, en tout cas, félicitations à vous. Et il y a eu plus de peur que de mal. On a ensuite Henri-Michel Daou, il dit aujourd'hui, quelles sont vos relations avec cette fille et sa famille? Mais comme j'ai dit, les parents de la fille m'ont adopté, donc je suis son grand frère. D'accord. Voilà. Elle va forcément bénéficier aussi de vos conseils puisque vous avez un brillant parcours. C'est ça. Ouais. Alors Caroline, avant de vous quitter, on a le message de Amit Maïga, oui. Il dit félicitations à vous. On a nous aussi notre Gassama ivoirien et ça fait plaisir. Cela prouve que vous aimez votre prochain et faire du bien pour nos proches au fil des années, ça a forcément un impact sur nos descendants. Chapeau à vous. Voilà. Merci. Je vous en prie Caroline. À demain. Merci Paulus. Et voilà, Ghislain Dadier. On a été très heureux vraiment d'écouter ce témoignage inspirant. Ça va encore encourager les jeunes qui vous écoutent pour dire que voilà, on peut réaliser nos rêves, mais de façon très saine. On n'a pas forcément besoin de passer par l'eau ou par des moyens clandestins pour y arriver. Voilà, vous avez cru en vos rêves, vous avez mis les moyens à votre disposition, votre rêve s'est réalisé. Et moi, ce qui m'étonne et m'épate dans cette histoire, c'est-à-dire qu'en arrivant aux États-Unis, vu les difficultés, vous auriez pu faire le choix de la facilité. Exposés à la drogue, et on sait comment c'est pas facile pour les Africains quand ils arrivent aux États-Unis parce qu'ils sont face au mépris de certains Américains noirs et des Blancs, tout ça, le racisme, tout ce que vous pouvez comprendre. Mais vous avez surmonté tout cela, vous avez eu vos diplômes, vous continuez d'étudier, vous avez un très bon travail. Vraiment, félicitations, c'est un très beau témoignage. Encore cet acte héroïque qui vient sanctionner, on va dire, ce que vous êtes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Caroline. Merci infiniment. Merci. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. J'étais vraiment très ravi d'être sur le plateau de C'est Midi. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. Merci encore à vous. Voilà, je vais retenir cette phrase, on peut être une personne ordinaire et réaliser des choses extraordinaires. Alors, Zena Alisha, c'est people, c'est ordinaire, mais transformer cette chronique en chronique extraordinaire. On vous retrouve tout de suite et maintenant. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Golova, l'artiste Zouglou, qui change de manager. Ouais. Eh bien, il nous annonce sur les réseaux sociaux qu'il n'est plus, Momo Dinero n'est plus son manager. Désormais, son nouveau manager s'appelle Zoya Denko. Il a même partagé une photo de ce dernier-là pour nous dire que si vous voulez le contacter, si vous voulez la voir pour un spectacle, il faut directement contacter Zoya Denko. Ça, c'était la petite partie. Je ne sais pas pour vous, mais Yabongo Golova a des cheveux depuis un certain moment. Moi, j'aimerais savoir, c'est que d'où viennent ces cheveux? Parce que vous êtes habitué à voir Yabongo sans cheveux. Et là, on le voit dans 100% coupé décalé avec des cheveux. Donc, tu es jolie comme ça avec les cheveux et puis tu nous fatigues avec ton crâne chauve là. Yabongo, pourquoi tu nous fais ça? Yabongo, c'est bon. Yabongo, si tu me regardes, plus jamais, répète après moi, plus jamais je vais me raser le crâne. C'est quoi ça? Tu es jolie comme ça, tu as des cheveux, tu es jeune comme ça, et puis tu viens nous fatiguer avec les cheveux. Je sais pas, mais bon. Je fais une petite chanson là pour Éloge et pour Willy Dambo. Il y a de l'espoir pour vous, Yabongo à la solution. Il y a de l'espoir pour vous. Certainement qu'à la base, il n'était pas chauve, je crois. Je crois bien qu'il n'était pas chauve. Il se rasait la tête. Il se rasait la tête. C'était peut-être un style pour lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on préfère avec les cheveux. En tout cas, sans les cheveux, c'était bien. Il fait beaucoup plus son âge avec les cheveux. Merci. Merci. En fait, c'est ça. Sinon, c'est bien. Oui, peut-être qu'il peut avoir, il veut parler sur le coiffeur. Je pense qu'on va passer à autre chose, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Yabongo Golova et son manager Momo Dinero? Donc, moi, j'emmène mes éléments sur le terrain. Allez-y palper ce terrain-là. Et puis, ramenez-moi les informations. Parce que la semaine prochaine, là, quand je vais venir m'asseoir ici, je veux savoir ce qui s'est passé entre Momo Dinero et Yabongo. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il est en France.
Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? À quel moment? Mardi prochain, là. Je veux les informations. Donc, je vous attends dans mon PV. On part avec le sujet numéro 2, un sujet un peu plus sérieux. Il s'agit de Abou Nidal de Genève et son Waratour qui était à Bouaké. J'aimerais d'abord qu'on ovationne pour Abou Nidal de Genève. Le Waratour, qu'est-ce que c'est? C'est de sillonner toutes les villes de la Côte d'Ivoire et de récompenser les meilleurs élèves. C'est plus de 8000 élèves récompensés avec des tablettes, des ordinateurs. Franchement, merci beaucoup et j'aimerais appeler les autres artistes à regarder et à prendre exemple sur Abou Nidal. Là, on reste dans le domaine de l'éducation. Voilà. Il fait ça depuis plusieurs années. Oui, on descend, moi, on a parlé déjà de ça. Franchement, ça, c'est à encourager et à applaudir encore une fois. On termine avec notre actrice qui s'est reconvertie en maquilleuse, Sassandra, qui a eu un bébé récemment. C'était notre petit carnet rose. Félicitations à Sassandra, beaucoup de bonheur. Vous vous en souvenez, non? Si. Sassandra, voilà. Donc, mais ça va, on est ensemble là, ça va. On est assez midi ou pas? Donc, félicitations à Sassandra. C'est pas son premier bébé, hein, donc je vais pas lui dire attention aux nuits blanches, c'est le deuxième. Donc, beaucoup de bonheur et beaucoup de courage à Sassi. On te fait plein de bisous. Bye bye. Bisous, à la semaine prochaine. La belle Sassandra. Merci beaucoup. Alissar Zena, et bien sur ce, nous allons parler d'un trouble mental sévère et chronique qui affecte environ 23 millions de personnes dans le monde. Il s'agit de la schizophrénie. Pour en parler, recevons donc M. Acho Abe Basile, que je vous demande de recevoir. Acho Abe Basile, notre invité surprise du jour. Il est psychothérapeute, praticien de médecine traditionnelle, président de l'association Parents et Amis Associés pour l'hygiène mentale. Acho, bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline, merci à tout ce public et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On a eu l'occasion de vous recevoir sur le plateau de ces midis. Hein. Il y a 4 ans de cela déjà. 4 ans, ça passe quand même vite. Est-ce que vous vous souvenez de votre thème? Oui, j'ai été guéri de la folie. J'ai été guéri de la folie et aujourd'hui, vous aidez d'autres personnes, on va dire, qui ont la santé mentale un tout petit peu endommagée à guérir. C'est bien cela? Naturellement, parce que cette pathologie, sinon cette maladie, qui est la maladie mentale en général, est une maladie qui affecte au moins une personne sur 4 dans le monde. Et c'est déplorable, c'est vraiment vilain à voir. Ça fait effectivement peur, mais on peut en guérir, on peut être quelqu'un de bien, et c'est ce que j'étais venu témoigner il y a 4 ans de cela. C'est vrai qu'on entend souvent parler de schizophrénie. C'est quoi les signes avant-coureurs de cette maladie? La schizophrénie, il faut dire que c'est une maladie qui est spécifique dans tout l'ensemble de ces maladies qu'on appelle maladies mentales. La schizophrénie est une maladie qui touche l'esprit, et la personne qui en souffre, elle est comme déconnectée de son environnement naturel. Et ça fait que elle est un peu dispersée, elle n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit, elle a l'impression d'entendre des voix comme si elle était guidée par un esprit quelque part, et ça l'amène à agir, et puis elle pense aussi qu'elle est investie d'un pouvoir surnaturel, et c'est vraiment difficile à gérer. D'abord, il faut que ça se passe sur au moins 1 mois, pour qu'on sente que ce sont les premiers signes qui amènent la personne à aller vers la schizophrénie. Mais la schizophrénie, c'est une parmi plusieurs autres maladies qui sont appelées maladies mentales. Alors vous, à votre niveau, en tant que psychothérapeute et praticien de médecine traditionnelle, qu'avez-vous décidé de faire concrètement? En fait, concrètement, nous sommes venus sur ce plateau pour dire aux uns aux autres que la maladie mentale en général et la schizophrénie en particulier est une maladie qui affecte vraiment nos enfants. Et la frange de la population la plus touchée, c'est entre 20 et 30 ans. Et au-delà de cela... Y a-t-il des causes spécifiques? Il y a des causes spécifiques qui sont liées peut-être d'ordre génétique, d'ordre aussi, bon, pour nous qui sommes africains, nous comprenons, mais pour d'autres personnes, d'ordre mystique pour certaines personnes. Mais ce n'est pas forcément l'aspect mystique qu'il faut cantonner son attention là-dessus. Il faut voir que c'est une pathologie que si elle est diagnostiquée assez tôt, la prise en charge bien faite peut nous emmener à en sortir. Est-ce que la drogue, je veux savoir, est-ce que la drogue peut amener une personne... Ça peut être un facteur, c'est un grand facteur, je pourrais dire un grand facteur pour notre jeunesse surtout, qui est exposée
à ces facteurs. Non seulement on a toutes ces crises que la Côte d'Ivoire a connues, même les autres pays ont connues également, la crise économique, la crise des différentes guerres, toutes ces choses que nous avons vues dans le passé et qui sont des choses qui ont laissé des marques dans notre esprit, qui, à un moment donné, peuvent déclencher quelque chose. Mais à côté de cela, des facteurs d'ordre social, le stress de tous les jours, la vie d'un homme qui n'arrive pas à s'en sortir, et toutes ces choses-là peuvent amener quelqu'un à vraiment manifester et tomber dans la maladie. Mais nous sommes là pour dire, avec l'association et le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, et l'association que je dirige, qui est les parents et amis associés pour l'hygiène mentale, pour dire aux uns et aux autres que cette maladie n'est pas une fatalité en soi. Il faut vraiment fréquenter les psychiatres, les personnes, les milieux qui se présentent, même s'il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous déplorons. Nous voulons que déjà les autorités et les pouvoirs publics jettent un regard, parce que une jeunesse assez forte, c'est une santé mentale qui est vraiment bien posée. Donc si cette base de la santé mentale est ratée, naturellement on va avoir des dirigeants de ce pays qui vont avoir des comportements un peu effrayants, qui vont nous emmener dans des dérives pas possibles. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire que cette maladie est capable d'être éradiquée. Tirer la sonnette d'alarme, c'est un sujet important. Merci beaucoup, merci d'en parler et merci d'être surtout venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Monsieur Acho. Alors, nous voulons saluer les étudiantes en pâtisserie qui sont avec nous, pâtisserie et cuisine de l'Institut de formation Sainte-Marie. Merci de votre présence dans ce studio. Et voilà, et je crois que juste derrière, on a un village, le village d'Abrako. D'Abrako, c'est bien cela, sous-préfecture d'Atoutou, bien prononcé, département de Jacquesville. Jean-Michel, avant de vous passer la parole, il faut qu'on donne le micro à vos parents. Tout à fait. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Jacquesville le 30 mars? Le 30 mars, je voudrais d'abord vous dire merci pour nous avoir accepté à cette émission. Le 30 mars aura lieu l'intronisation du chef de village d'Abrako, le 6e chef, nommé Elegbe Célestin. Et nous voulons marquer d'une pierre blanche cette cérémonie qui sera importante pour ce 30-là. D'accord. Et nous sommes venus lancer un appel à tous ceux de notre région, à tous ceux d'Abrako, pour qu'ils viennent tous au village à partir du vendredi déjà, pour que tous nous puissions accueillir tous ceux qui voudront bien venir honorer de leur présence cette cérémonie. Merci, merci infiniment, à vous. Merci beaucoup. Et merci surtout d'être venus à ce midi. Et nous, de notre côté, le vendredi prochain, nous serons à Boaké, au Palais du Carnaval, pour l'émission C'est Midi. Il y a un festival, un grand festival à Boaké. Donc l'émission C'est Midi va se déplacer, voilà, pour faire la fête avec tous les Boakelais. Voilà. Ah, c'est les Boakois. Voilà. C'est Boakois ou c'est Boakois? D'accord. Même Boakéen, ça se dit. Amis et frères, parents Boakois, nous serons donc avec vous le vendredi pour une émission spéciale. Ça sera à partir de 11h30, donc on sera en direct. Voilà. Merci infiniment. C'était l'information du jour. L'émission n'est pas terminée, on se ressaisit. On retrouve Jean-Michel Honin. C'est Midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Après le film d'horreur Get Out qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario original en 2018, le réalisateur américain Jordan Peele signe son retour avec un nouveau thriller glaçant intitulé Us. Traduction en français, Nous. Et dans l'esprit du film, exactement comme nous. Le film, dès sa sortie, la première semaine, réalise déjà 70 250 000 $ de recettes. En France CFA, ça donne 35 125 millions en un seul week-end. Oui, la première semaine. Et c'est 2 fois mieux que Get Out. Et puis, ça détrône du coup... Ça détrône du coup Captain Marvel en réalisant le meilleur démarrage de l'histoire pour un film original. Alors, pour le synopsis, Adelaide Wilson, qui est incarnée par l'oscarisé Lupita Nyong'o, va passer des vacances de rêve avec son époux et ses 2 enfants à Santa Cruz, c'est en Californie. Et dès leur retour à la plage, un soir, ils rencontrent 4 personnes se tenant la main dans l'allée de leur maison. Alors, surprise, ce sont leurs doubles, c'est-à-dire des personnes qui sont exactement comme chacun d'entre eux. Alors, ils vont les affronter dans, disons, une aventure terrifiante. Merci de l'applaudir très très fort.
Alors on fait quoi? On commence là? Vous allez le découper? Allez-y, allez-y, c'est bien. Mais aïe, vous avez peur de toucher le gâteau, je n'ai jamais vu ça. D'accord, allez-y. En tout cas, merci infiniment. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite. Hein. C'est à vous que je parle, les pâtissiers. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, très chers téléspectateurs, on a été très heureux et très émus de vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre. D'ici là, restez sur RTI 1.